Jean est en premier semestre de neurochirurgie. Dans cet épisode, il va intervenir en urgence sur un nouveau-né. Le cerveau est gros comme ça. Lui et son senior n'auront que quelques minutes pour sauver la vie de cet enfant. David va vivre un week-end d'astreinte qui va mettre toute son expérience à l'épreuve. Ça lui sauve la jambe au patient. Si on ne le fait pas, il peut perdre sa jambe. Donc il faut que ça marche. Il va devoir sauver le genou d'un jeune homme explosé par un coup de fusil. Émilie est en 7e semestre de gynécologie obstétrique. Au cours d'une garde, elle va prendre en charge un accouchement par césarienne qui ne se présente pas très bien. Elle a l'air bonne, putain. Elle va mettre toute son énergie pour sortir l'enfant du ventre de sa mère. N'écoutez pas ce que je dis. Oh ! Le flux important de patients difficiles va finir par mettre Paul en difficulté. Il va devoir prendre sur lui pour ne pas craquer. Va-t-il en être capable ? Ils en ont vu tous là, et après c'est moi qui me récupère toutes les merdes. Stressée. Stressée parce qu'en retard et parce que problème de voiture, chose qui m'arrive jamais. Après 11 années d'études, Hayat est dans la dernière ligne droite pour obtenir le titre suprême de docteur en médecine. Bonjour à tous, chers professeurs, merci de votre présence ici. Devant un comité d'experts, elle n'aura que quelques minutes pour exposer sa soutenance. Aucune erreur ne sera admise. Allez. 19h30, hôpital Sud. Jean vient d'être appelé pour intervenir sur une urgence vitale. Un nourrisson, âgé d'1 mois, souffre d'une hydrocéphalie aiguë. Son cerveau se remplit de liquide céphalo-rachidien. Si rien n'est fait, ce bébé risque de mourir cette nuit. On travaille sur des structures qui déjà sont pas très grandes chez un adulte. Alors chez un enfant, le cerveau, il est... Voilà, sa tête est grosse comme ça. Le cerveau est gros comme ça. Donc là, c'est minuscule. Même si Jean connaît parfaitement ce geste chirurgical d'urgence, les conséquences de la moindre erreur seraient fatales pour l'enfant. C'est donc son senior qui va réaliser un petit trou dans ce crâne minuscule pour libérer le liquide. On peut coller là-dessus. Bah oui, on peut coller là-dessus. Et on va mettre une compresse qu'on va dérouler sur le côté. Ouais, comme ça, ça y... Dans le bloc, la concentration est maintenant au maximum. Vas-y, ouais. Bon, c'est bien. Chacun prépare l'intervention avec une extrême minutie. Car vu le très jeune âge de l'enfant, la durée de l'anesthésie générale doit être la plus courte possible. C'est la première fois que Jean est confronté à une telle pression. Les interventions sur les enfants, c'est toujours un peu plus stressant qu'une intervention chez quelqu'un qui a 90 ans et pour lequel on n'a pas forcément les mêmes enjeux qu'un petit bébé qui vient de naître. Hein. C'est ça qui fait partie aussi de la formation en chirurgie, qui est pas apprendre à gérer le contexte. Ça, on ne l'apprend pas dans les livres. Et c'est ça qu'il va falloir que Jean apprenne aussi à garder son sang-froid. Si le chirurgien perd les pédales, tout le monde perd les pédales. Pour que le geste chirurgical soit rapide et efficace, Jean va seconder son senior, étape par étape. Tu vas pouvoir y aller ? À cet âge, le crâne n'est pas complètement formé. On compresse, Jean ? Oui. On y va, hein. 20h10. Une petite surface sans os, la fontanelle, va permettre au senior de Jean d'atteindre la zone sans faire de trou avec un instrument. En fait, ça de l'eau, c'est tout moulin. C'est ça ? Ah oui, ouais, là c'est osseux. Puis là, ah ouais, la fontanelle, ouais, d'accord. Il n'y a que l'idée d'être petit comme ça. Arrive le moment le plus délicat de l'opération, introduire le tube qui va libérer le liquide. Vu la taille du crâne,
Le seigneur de Jean doit s'adapter et changer tous ses réglages. Pareil, il peut cater du mets à 6 cm, là, donc c'est carré. Là, j'ai calculé entre 2,5 et 3. Donc 2 fois moins que d'habitude. L'opération se termine. En moins d'une demi-heure, Jean et son seigneur ont sauvé cet enfant. Un enfant qui, avant de retrouver sa famille, séjournera encore plusieurs semaines dans l'hôpital. Bon, on va lui mettre ça. Hein. Bah ouais, parfait, ouais. Il a un bonnet en plus, lui, pour la Il a un bonnet? Ouais. Alors voilà, Donc, Un joli bonnet avec un pompon. le problème est réglé. ouais, avec une CEPAP. J'aime beaucoup la neurochirurgie pédiatrique, donc dès que je peux aller intervenir avec le neurochirurgien pédiatre, dès que j'ai l'occasion, j'y vais. Vous sentez capable de la prochaine fois de vous en occuper? Quand je serai allé chez les adultes, je pourrais commencer les adolescents, les enfants, mais là les nourrissons grands prématurés, on verra plus tard. Jean vient de vivre un moment fort, une expérience qui le conforte dans ses choix d'avenir. Mais à la prochaine intervention sur un enfant, sera-t-il à la hauteur si son seigneur lui en demande plus? Hôpital Bichat-Claude-Bernard, service des urgences. Bonjour madame. Ouh, comment ça va? Paul continue d'assumer comme il le peut sa difficile responsabilité de médecin senior débutant. You speak English? French? What language do you speak? Voilà. La détresse des patients qu'il faut comprendre et calmer au plus vite. On va parler doucement, calme, on se calme. Le diagnostic qu'il faut trouver quoi qu'il arrive, sans parler des ordres qu'il faut donner aux infirmières, tout ça sans se tromper. Je suis désolé du retard. Le retard fait 3 heures que je suis là, on n'a même pas ouvert la porte. Je sais, je suis désolé. Plus les jours avancent, plus ce travail devient difficile pour lui. Pour être urgentiste, faut être un peu fou. Faut accepter de pas pisser pendant 12 heures, de pas manger, pas boire pendant 24 heures, d'avoir le téléphone qui sonne toutes les minutes, d'être insulté. Allô, oui. Ah oui. Sans vraiment s'en rendre compte, le stress, la fatigue et l'angoisse envahissent ce jeune homme de 28 ans. C'est le milieu de la nuit. Ah non, j'ai plus le courage. Cette jeune femme vient d'être interpellée pour état d'ivresse sur la voie publique. Bonjour madame. Elle dit avoir mal un peu partout. C'est le médecin, comment ça va? On fait la fête comme d'hab, Ouais. d'accord? Hmm. Ben, il y avait un petit embrouille, parce que j'étais Bon, mais là, vous avez mal où, là? là. Bon, allez, venez. Parce que là, j'ai du monde à voir après aussi. Comme à chaque fois, Paul doit prendre le temps nécessaire pour trouver l'origine de la douleur. Faut que je vois si elle se lève, parce que si elle se lève pas, il faut que je fasse 15 000 trucs, là. Bon, vous avez mal où, là? Allô? C'est la cheville gauche, parlez au docteur, là, il vous pose des questions. Quelles que soient les circonstances, il doit garder son calme. Pas facile après autant d'heures de travail. Bon, vous avez mal où, là? Hein? Vous n'êtes pas obligé de me montrer vos seins, hein? Mais j'ai montré le truc. Oui, les traces de sang, mais c'est pas grave, ça part à l'eau, ça, hein? Oui. Bon, là, ça fait mal? Oui, bah j'ai bien compris que ça faisait mal. Il faut que je regarde quand même un peu. Attendez, il faut que je vous examine, là. Rendez-moi la main. Merde. À première vue, la jeune femme présente une belle entorse de la cheville gauche. Rien de bien méchant. Allez, rasseyez-vous, c'est pas grave, on va faire une petite radio de la cheville. Non, Ah bah si. Rendez-moi la main. pardon, parce qu'il s'enfuit. Ah bah oui, c'est parce que j'ai un hématome. Ok. Allez, oh. On se calme, là. Ça fait mal. Oui, bah j'ai bien compris, vous n'êtes pas obligé de m'agresser non plus. Une entorse doublée d'un hématome. Pour écarter la fracture, la jeune femme est immédiatement dirigée vers le service de radiologie, sous bonne escorte. Paul, c'est des patients pas très faciles. Oui, surtout à cette heure-là. Là. Oui.
Et pourtant, il faut quoi? Garder son calme. Il faut être rigoureux parce que c'est à cette heure-là de la nuit qu'on loupe des trucs. C'est-à-dire? C'est trop facile de louper une petite fracture, un petit patient qui va pas bien, un scan crâne qu'on aurait dû faire, des conneries comme ça. Douleur, cheville, malléole, ext, douleur, genou. Une demi-heure plus tard, Paul peut vérifier son diagnostic. Une simple entorse et pas de fracture. Elle s'en va. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Cela fait déjà 12 heures que Paul enchaîne la prise en charge des patients sans vraiment faire de pause. Oh putain, ça glisse. Bon, bah, va falloir rentrer en scooter maintenant. Mais il y a combien il y a là? Oh, il y a au moins 6-7 cm. Oh, quelle horreur. C'est sûr, c'est une vie un peu glauque. Hein. Je sais pas si je vais la garder très longtemps. Hein. Il est plus de minuit, Paul peut enfin rentrer chez lui. Mais arrivera-t-il encore longtemps à tenir ce rythme infernal? Un dimanche matin, sur le parking de l'hôpital de la Conception, David vient d'être appelé par Pierre, son interne. On peut rien prévoir le week-end quand on est de garde. Souvent. Ah, est-ce qu'il y a des places? Oh non, il n'y a pas de place. Plusieurs urgences l'attendent au bloc opératoire. Allez, c'est bon. Bonjour, bonjour. Ça va, je suis pas trop en retard? Bah si, non. Raconte-moi un peu, Pierre. C'est une plaie par quoi, tu m'as dit? Un verre en ouvrant une bouteille. D'accord. Une plaie sans gravité pour ce premier patient, juste un nerf à recoudre. Un travail très accessible pour Pierre. Mais un coup de fil d'un autre service de l'hôpital va troubler cette quiétude du moment. Oui. Monsieur Léo, il a 8,4 de tension, il se sent partir, il est Il est en train de pitié le sang sur son prélèvement de grand dorsal. Ah mais attends, s'il y a un hématome, il faut le drainer. Il ne faut pas qu'il nous clame cela. Hein. Je vais le voir. Il va continuer tout seul. Pas une seconde à perdre. David doit très vite évaluer la gravité de cette nouvelle urgence. C'est un patient qui n'est pas à moi, qui est hospitalisé dans un service et qui fait une hémorragie. Qui a été vu ce matin, qui n'était pas dans un état critique, et puis là il s'aggrave considérablement, donc on est obligé de l'interférer, de le mettre entre deux patients au bloc. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Bon, je suis venu voir ce monsieur. Donc, écoute, c'est un monsieur qui a été... Oui, il faut le reprendre. Voilà, je pense qu'il faut le reprendre. Ouais, absolument. Voilà, il faut le reprendre, il faut vite le reprendre. Le reprendre, cela signifie que David doit le réopérer. Ça me saoule parce que je pense que ce matin, les internes auraient dû être interpellés et ils auraient dû me le dire avant. David n'est pas très content des internes de ce service. À cause d'une mauvaise évaluation, ce patient qui présente une hémorragie importante est maintenant en danger. Une urgence qui va bouleverser cette journée, qui paraissait pourtant assez calme. Pierre, hier soir, il saignait pas comme ça, le patient? Mais hier soir, j'étais pas là, moi. Vu le dos qu'il a, ça date pas de 5 minutes, son hémorragie. Pas le temps de souffler pour David. C'est bon, tu l'as, le nerf? Il doit très vite se reconcentrer pour superviser le travail de Pierre. Une fin d'opération troublée par l'anesthésiste de garde. Dis-moi, il vient de se prendre sa brioche, son petit déjeuner, tout, le monsieur rentre descendre. Il fallait le laisser à jeun, hein. Il fallait qu'il le laisse à jeun, Clément. Hein. Je sais que c'est pas toi. Je sais que c'est pas toi. C'est pas mon service, alors moi je suis pour rien, quoi. Je suis désolé, mais c'est toi qui représente la nage, je te le dis. C'est pas que tu le prends pas mal. Je te dis ce que j'en pense, Gaël. Je veux pas prendre le risque de lui faire une induction maintenant. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, je suis désolé. On va faire les choses comme il faut, parce que là c'est le bordel. Là, je suis désolé. Bon, je trouve pas les étiquettes. La situation se complique pour David. Son patient, qui souffre d'un hématome, aurait dû rester à jeun au moins 6 heures avant de se faire opérer. Une précaution pour éviter qu'il ne régurgite des aliments directement vers ses poumons pendant l'anesthésie générale. Un risque d'asphyxie que l'anesthésiste et David ne peuvent pas prendre.
Comme partout, ça arrive qu'il y ait des coups de gueule. Il ne faut pas oublier qu'on a la vie des patients entre les mains. Donc, bien sûr, la tension, on a l'air détendu, on rigole entre nous, mais la pression et la tension, elle existe quand même. Et puis, c'est parce que surtout, on s'inquiète des patients, quoi. David et Pierre n'ont plus qu'à attendre le feu vert de l'anesthésiste pour intervenir. Mais une nouvelle urgence va de nouveau compliquer cette journée. Les pompiers amènent un jeune patient. Cette nuit, dans un bar, un homme lui a tiré dessus. Petite reconstruction de jambe du dimanche après-midi. Donne-moi des compresses. Il y a la tête du péroné explosée, j'ai l'impression. Hein. Ça s'est passé quand? Cette nuit. C'est passé cette nuit. Hein. Bon, c'est sans doute une histoire de trafic de drogue ou un truc comme ça encore. Hein. Lui nous a dit je sortais et Je comprends pas pourquoi d'un coup j'ai une balle au genou. Et j'ai regardé et là, je me suis pris une balle. C'est toujours ça. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. Voilà. Et très zen, très détaché. Sur la radio, des dizaines de petits points blancs. Des plombs de chevrotine ont fait exploser le genou de ce jeune patient. On a un gros trou dans la peau, avec l'os qui est parti en miettes. Regarde Fred, c'est vraiment de la petite grenaille, quoi. Tiens, tiens. C'est tout ce que tu me donnes? Un par un, David va récolter quelques plombs qui vont peut-être aider les policiers à retrouver l'auteur du coup de feu. Bon, je donne que ça alors. Hein. Les autres, tu peux pas les lever. Ah non, mais c'est pas possible d'enlever tous les plombs parce qu'il y a plein de petites grenailles qui partent dans tout le tissu de la jambe. Ce qui est important, c'est que ça ne s'infecte pas. À vie, il va garder ses plombs. Mais il y a plus important. Pour que le jeune homme puisse remarcher normalement un jour, il faut maintenant reconstruire son genou. Bon, déjà, on lui a retrouvé le nerf le plus important de la jambe, qui n'a pas été traumatisé, ce qui est bien pour lui. Très bien. David va mettre toute son expérience pour réaliser cette délicate intervention. Attends, je vais me décoller un peu de la peau encore. On va le couper aussi. Une intervention qui se termine par une greffe de peau. C'est magnifique, là. Et le patient, comme ça, va parfaitement bien cicatriser. Quasiment aucune conséquence motrice. Voilà. Bon, je réveille, ça vous va? Ça me va. Merci d'avoir regardé. En un peu plus d'une heure, David et Pierre ont sauvé le genou de ce patient. Une petite victoire qui va faire du bien à David, car sa journée est loin d'être terminée. Je sens que je vais passer une bonne partie de la journée ici, là. Ouais, il y a des chances, ouais. Son patient, qui présente un hématome, n'a toujours pas digéré son petit déjeuner. Impossible de l'opérer, donc. Un contretemps qui va finir par accentuer encore un peu plus la fatigue de David. Une fois par mois, Émilie quitte son service de gynécologie pour celui de l'obstétrique. Il est 18h, c'est le début de sa garde. Émilie profite d'un moment de calme pour revoir ses fiches. Un moyen de se rassurer. Ici plus qu'ailleurs, elle n'aura pas le droit de faire la moindre erreur. L'obstétrique, c'est toujours stressant. Parce que ça peut vite aller très mal, quoi. Ouais. Quand ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, ça peut vite aller dans le très très mal. C'est impressionnant, imprévisible, stressant. Il faut être réactif et c'est une spécialité où je pense que c'est à la minute près que ça compte. Hein. Donc voilà. Cette angoisse qui monte, Émilie a besoin de la partager avec un senior du service. Je suis à la fois impatiente d'avoir mes premières extractions là, et en même temps je me dis attends j'attends. Mais non, non. Je sais pas, je me dis c'est comme le vélo, mais c'est. normal que tu sois un peu stressée quand c'est la première garde que tu reprends en obstétrique. Tu sais t'as pas de raison. Non, j'ai pas de raison. Mais j'ai même peur de refaire l'écho, tu vois. L'écho, tu sais, faire une biométrie standard à la con, j'en ai pas fait depuis. Là, tu me demandes un Doppler. Non, mais les boutons, t'es là. Ah putain, c'est vrai, c'est où? Je sais que je sais le faire, mais. Bah là, tu vas avoir l'occasion, là. Tu te remets doucement dans le bain, tu ne pas agiter ce soir. C'est ça. Et en effet, Émilie va devoir très vite retrouver la mémoire. Une patiente enceinte de 8 mois vient d'arriver aux urgences. Et vous le sentez moins bouger depuis quand environ? Bah, hier soir. Depuis hier soir. Cette femme angoisse terriblement pour son enfant qui ne bouge plus depuis presque 24 heures.
Émilie doit très rapidement la rassurer, ainsi que son mari. Pas facile d'avoir un bon couple, là. Émilie va mettre quelques minutes à retrouver le bon fonctionnement de l'échographe. Mon bébé, il a la tête en bas. Et annoncer la bonne nouvelle à sa patiente. Ah, là, il bouge bien. Hein. C'est complètement retourné. Bon, ça vous rassure, vous la sentez bien bouger, là. Ah oui, c'est pour ça que d'habitude elle bouge comme ça, alors que... Je sais pas si c'est moi qui le stimule, mais en tout cas, elle fait un festival. Hein. Tout va bien. Émilie va pouvoir s'entraîner à prendre des mesures. Elle se laisse pas bien faire. Et estimer le poids du bébé. Elle est coriace, déjà. Il n'y a pas que moi qui est... Non, parce que je me disais, bon, je suis peut-être pas très douée, mais j'arrive pas à avoir... On est presque peut-être pas mal. Ouais, je me suis réamusée à le faire plus pour m'entraîner, hein, mais... Voilà, pour essayer, mais je pense qu'il est évalué. Ça sera plus fiable parce que mes collègues vous ont dit que moi. Hein. Là, c'était juste une réévaluation pour moi, pour essayer de voir, pour voir si je tombe sur les mêmes évaluations que mes collègues la dernière fois. Et je l'ai évalué à combien aujourd'hui? Je pense que je suis bien en dessous, hein, mais 3 kg 150. C'est ce qu'on vous avait dit, non? Un peu plus, j'imagine. Hein. Mais je pense qu'il y a une mesure qui est fausse. Hein. Voilà. Là, je rame un peu quand même. Ouais, vous trouvez? Ah ouais. J'ai pas... Le bébé n'était pas du sien aussi, mais bon. Déjà, voilà, j'essaie de retrouver mes repères, de refaire sur les boutons de l'échographe. Émilie aura le reste de la nuit pour retrouver ses réflexes et reprendre confiance en elle. J'ai l'impression d'être à l'ouest. Ça va revenir. Elle va devoir faire vite. Un accouchement en urgence va nécessiter son intervention. Faculté de médecine, un peu avant 9 h. Cela fait plus de 10 ans qu'Ayat attend cette journée. Bonjour, la salle pour les thèses, s'il vous plaît. La salle pour la les salle thèses des thèses, oui. Alors, on n'a pas de numéro, hein? C'est la salle des thèses. Attendez, vous avez le numéro? Non, mais... M47. Okay. M47, ouais. Vous montez là, vous restez sur la mezzanine. Ouais. Voilà, et vous allez à droite. Ok, merci. Comment ça va? Stressée. Stressée parce qu'en retard et parce que problème de voiture, chose qui m'arrive jamais. Aujourd'hui, elle doit enfin soutenir sa thèse. Si tout va bien, dans moins d'1 heure, elle sera proclamée docteur en médecine, si elle trouve la salle. Bonjour. Bonjour, professeur Patron. Oui. Ayat Akonad, je suis désolée de me présenter si tardivement à vous. Oui. Ayat n'est pas la seule à être un peu perdue. C'est M47. C'est où? Un membre de son jury est, comme elle, un peu en avance. Ouais, ça y est, là, on va retrouver la personne concernée. Si Ayat est si tendue, c'est que dans quelques secondes, toute sa carrière va se jouer dans cette pièce. Pendant 15 minutes, et pas une seconde de plus, son travail va être décortiqué et jugé par ce comité d'experts. Bonjour à tous, chers professeurs, merci de votre présence ici. Face à cet enjeu colossal, Ayat a décidément un peu de mal à se détendre. Ce sujet a été mon sujet de thèse pour 2 raisons essentiellement, à savoir que pour moi, j'ai réalisé mon excusez-moi, je vais souffler un peu, je pense que le stress me gagne. Mais la présence de ses proches va finir par l'aider. Comme son père et sa jeune sœur, également interne en médecine, qui ont fait le voyage pour l'encourager. Contre social. Je vous remercie pour votre attention. Il y a du travail, la présentation était de bonne qualité. La mission est remplie. Malgré le stress, c'est bien présenté. Je suis sûr que ça va bien marcher pour vous. Voilà. Je vais demander au public de se retirer pendant quelques minutes. Comme à chaque fois, l'ultime décision se fera à huis clos. Mais compte tenu de l'engagement et de la qualité de travail d'Ayat pendant toutes ces années, le jury a déjà pris sa décision. Bien, Ayat. Ça va? Putain, moi j'ai commencé comme ça. Oui, on t'a vu en panique. C'est pas ma taille? L'instant est solennel.
Les mots qui vont suivre, Hayat les attend depuis 11 ans. Alors, mademoiselle Hayat Akodad, à l'unanimité, le jury vous considère digne d'être docteur en médecine et vous décerne donc le grade et le diplôme de docteur en médecine avec la mention très honorable. Mais auparavant, et c'est une étape extrêmement importante, d'être tout à fait médecin, vous devez, devant l'effigie d'Hippocrate, de prêter serment en lisant le serment. Alors, tu peux le prendre dans ma main. Puis alors les photos, c'est maintenant. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonorée et méprisée si j'y manque. Bravo. Je peux la porter tout le temps? Non? J'ai jamais autant de fleurs dans ma vie. Une photo de groupe, non? Magnifique. Dans un autre bâtiment, un buffet va clôturer cette journée exceptionnelle. Mais pas n'importe quel buffet. On précise que c'est du fait maison ou pas? Je me sens vachement bien là. Qu'est-ce que vous avez ressenti en mettant cette robe et en lisant ce serment? Franchement, une extrême fierté d'être médecin aujourd'hui et avec tout ce que renferme comme belle chose ce métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Hayat, on est ici aujourd'hui, tous ensemble, pour te dire bravo. Bravo pour toutes ces années d'études, bravo pour tout ce que tu as accompli. Tu es un beau modèle de réussite et je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Merci beaucoup Jean-Yves. Voilà. Bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Allez, au revoir. Jean aborde la dernière partie de son stage. Dès qu'une opération neurochirurgicale en pédiatrie est programmée, bonjour, il se porte facilement volontaire. Il veut acquérir l'expérience de cette spécialité qui l'intéresse particulièrement. Le petit Alexis vient d'être descendu au bloc opératoire. Depuis sa naissance, son crâne présente une déformation importante. Une déformation qu'il faut absolument corriger. Ah, il a même pas 1 an. Il a un crâne déformé, ce qu'on appelle une trigonocéphalie, c'est-à-dire qu'au lieu d'être rond, il est un petit peu triangulaire comme ça. Là, quand on touche, effectivement, on sent bien la bosse qu'il a à l'avant du crâne et qui déforme son front. Ça, pour le petit, c'est dangereux. Si on ne l'opère pas, le cerveau d'Alexis n'aura pas la place nécessaire pour se développer normalement dans son crâne. Retard moteur et intellectuel, risque d'hypertension intracrânienne, les conséquences seraient graves et irréversibles. Ce remodelage du crâne est une opération extrêmement pointue, une première pour Jean. Je révise un petit peu. Comme disait un de mes anciens chefs, la répétition est à la base de l'enseignement et donc je relis. Même si Jean peaufine sa théorie, ce n'est pas lui qui va s'occuper de la pratique. Un senior va s'en charger, mais pas n'importe lequel. C'est le spécialiste pour toute la région Bretagne. Une aubaine pour Jean, qui est régulièrement à ses côtés. Il veut profiter le plus possible de son expérience. Donc il faut qu'on lui fasse 2 bosses frontales, qu'on lui écarte les yeux. Techniquement, c'est pas compliqué. Ouais. Ce qui craint, c'est le saignement. Il faut absolument avoir le moins de saignement possible. Il n'est pas question d'avoir la moindre complication. Il faut qu'il aille parfaitement bien, ce gosse. Pour réduire les risques d'hémorragie lors de l'ouverture du crâne,
le senior va injecter un produit un peu particulier, un mélange d'adrénaline et de xylocaïne. Un mélange qu'il faut infiltrer avec précision dans les tissus en évitant une veine ou une artère. Là, tu vois, avec l'infiltration, ça fait une force. De toute façon, même pour l'adulte, il faut prendre cette habitude-là. Ça arrive en salle, t'infiltres. Pour remodeler la tête de l'enfant, le senior va devoir découper son crâne en plusieurs morceaux. Un découpage d'une très haute précision réalisé avec cette petite scie. À ce moment précis, Jean va devoir remplir une mission des plus délicates. Il faut que tu contrôles l'orbite parce qu'avec la scie oscillante, je vais couper. Donc il y a le bout de ma scie qui passe à l'intérieur du... D'accord. Et donc toi tu contrôles que je ne sois pas en train de couper l'œil. Moi je contrôle devant, toi à l'intérieur de l'orbite. Tu ne regardes que l'orbite. Hein. C'est bon, c'est prêt? Oui. Pendant que le senior découpe le crâne, Jean doit surveiller l'action de la lame de la scie qui pénètre dans l'orbite de l'œil de l'enfant. Vous aurez tout bien à l'intérieur. Avec un instrument de chirurgie, il doit protéger l'œil, quoi qu'il arrive. Car si la lame va trop loin, l'enfant peut finir aveugle. C'est bon? Ah ouais. Ok, parfait. Allez, on continue en bas. C'est bon? Tu progresses vers le bas. Ouais. Attendez. Je me repositionne, je vois plus rien. Ah, attendez, bougez pas. Parce que là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Parfait. Ah bah je vois la différence, j'avais une externe qui m'aidait la semaine dernière. Ça va mieux avec toi, hein? Jean a été très efficace. Grâce à son aide, son senior a parfaitement découpé les volets d'os à reconstruire. Bon, ok, ben on n'a plus qu'à reconstruire. Reste la dernière étape, remodeler et redonner une forme normale à l'ensemble du crâne. Pendant de longues minutes, Jean va continuer d'apprendre une chirurgie qui le passionne. C'est une chirurgie qui est très intéressante parce qu'on doit anticiper comment le crâne va se reformer et pour qu'il ait à nouveau un crâne bien rond et pas complètement déformé. C'est intéressant, qui est intéressant en pédiatrie aussi, c'est parce qu'il faut anticiper un résultat qu'on verra que dans 10, 20 ans, quoi. J'ai hâte de savoir faire pareil. Ouais, c'est beau là. Tu en as? Moins de 3 heures. Pourquoi il était bon? J'étais bien aidé. Pourquoi vous dites ça? J'étais plus vite que d'habitude, grâce à lui. Un bon quart d'heure de moins. Non mais vous rigolez, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'était rapide. Plus c'est rapide. C'était difficile. Moins ça saigne. Ça n'a pas saigné dans le Ça vous fait quoi d'entendre ça? Je sais pas si j'ai quand même fait gagner un quart d'heure, mais on verra sur la répétition des interventions si je fais vraiment gagner un quart d'heure. Ça devrait bien se passer pour lui. Faut pas trop le dire, mais il fait des bons débuts. Ouais. L'opération est une réussite totale. Quelques semaines plus tard, Alexis rentrera chez lui avec un crâne remodelé. Un crâne qui va aujourd'hui permettre à son cerveau de se développer normalement, comme tous les autres petits garçons de son âge. Début de journée aux urgences pour Paul. J'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai envie de partir à la campagne, partir en vacances, faire les soldes. Oh merde. J'ai pas du tout envie d'y aller là. Pourquoi? Ah, j'en peux plus. Là, mardi, j'en pouvais plus à la fin de la journée. J'ai terminé à minuit, heureusement. J'en pouvais plus des malades. Ils me faisaient chier, ils étaient chiants, ils étaient cons. Ah, y a des jours comme ça où on tombe sur des malades chiants en plus. Hein. Aux urgences, c'est que des plaintes. C'est parfois bien légitime, hein, mais c'est épuisant d'encaisser les plaintes des gens. C'est ça qui vous... Ah, ça, c'est épuisant physiquement, c'est sûr. Ah là là. Cela fait déjà plusieurs semaines que Paul exprime un certain mal de vivre, une souffrance qui le ronge de l'intérieur. La cause, le rythme impitoyable imposé par les urgences et la multiplication de patients agités qu'il faut prendre en charge avec beaucoup de sang-froid, quoi qu'il arrive. Venez, on va s'asseoir. Je ne sais pas où elle est sortie. Et à un moment, j'étais là. Venez, monsieur, on va s'asseoir. Voilà, asseyez-vous. On a décidé que je ne peux plus voir.
Ah, il y a des nouvelles urgences. Voilà, asseyez-vous bien. On n'a qu'à mettre des cabinets, des urgences. Alors arrêtez de parler 30 secondes, monsieur. Et respirez. Bien. Respirez, ne parlez pas. On va faire ça ensemble, hein, qu'on se connaisse mieux. Respirez juste. On fasse ensemble un petit mouvement. Respirez juste, monsieur. Qu'est-ce que je vous demande? Une chose simple. Et vous êtes en train de discuter, me masser le machin, j'ai pas mal. Je regarde justement. Ah oui. Vous pouvez vous allonger? Mais qu'est-ce que c'est que le violence? Alors allongez-vous justement. Qu'est-ce que je vous demande depuis 15 minutes? Vous Allongez-vous, n'écoutez pas ce que je dis. Vous voulez que je dise? Merde! Je suis venu pour une raison précise. On m'a amené. Allongez-vous, monsieur. Vous êtes seul dans la nuit. Tout est fermé. Bon, je reviens vous voir plus tard? Oui. Parce que là, il aurait fallu que vous soyez allongé. Écoutez ce que dit le client. Moi, je suis le patient. Mais le client devient, à un moment, impatient. C'est un patient psychiatrique qui a un syndrome maniaque. Donc il est inaccessible à tout ce qu'on peut lui dire. Voilà, il parle tout seul, il raconte, il est dans une... Ça s'appelle un syndrome maniaque, voilà. Donc moi, mon rôle, c'était, voilà, en essayant de l'examiner brièvement, en regardant un petit peu ce qui m'intéressait au niveau du ventre, au niveau des poumons, en regardant un petit peu ses jambes, voilà, ce qui m'intéressait, voir qu'il n'y ait pas de gros soucis somatiques. Il n'y a pas de gros soucis, a priori? A priori, non. Il faut que j'aille revoir sa prise de sang, revoir son scanner cérébral qu'il a eu. Le scanner cérébral ne montrera rien de bien inquiétant. Paul a donc écarté l'urgence médicale. Mais compte tenu du comportement très agité de son patient, il va demander à l'équipe de l'immobiliser et l'isoler pour sa propre sécurité. Comme à chaque fois, dans pareil cas, l'homme doit maintenant être évalué par un psychiatre, une fois calmé. L'équipe va administrer des sédatifs à ce patient, mais pendant de longues minutes, il va falloir supporter ses cris dans tout le service. Tu fais pas chier à mettre tout le truc, on vient pour complètement... La porte du box doit rester ouverte. C'est le moyen le plus efficace de suivre à distance l'évolution de l'état de conscience du patient et qui permet à toute l'équipe de continuer de gérer les urgences qui arrivent sans cesse. Un moyen efficace, mais qui peut devenir à la longue un peu pesant pour tout le service, surtout pour Paul, qui est déjà bien épuisé nerveusement. Moi, je vois rien. Non, sur le CG, j'avais rien. Je peux la faire rentrer? Elle sort. On en parle à la transe. Parce que là, ouais. J'arrive pas à lui baisser son eau 2. Hein. Elle est à 12 litres et dès que je la baisse, Ah ouais, alors attends, il y en a une des deux qui était vachement... Ils en ont vu tous là, et après, c'est moi qui me récupère toutes les merdes. Est-ce qu'on pourrait retrouver le dossier et le scanner de l'autre dame, s'il vous plaît? Bon, j'ai perdu donc 5 minutes. Ça m'exaspère. Putain. Vous avez juste demandé gentiment de chercher des scanners, des trucs. Donc si je suis seul à travailler, c'est sûr, ça va pas avancer. Hein. C'est sûr, mais moi je peux pas y arriver tout seul. Hein. Là, ils ont leur examen, leur scanner avec eux. Faut se bouger le cul là pour le trouver, parce que sinon je vais m'énerver, ça va m'énerver. Ah putain, seul au monde là. Donc lui, il y a tout à refaire. Je suis pas énervé au fond, mais à un moment, faut que les trucs ils suivent quoi. Sinon, faut gueuler pour que les choses avancent. Si on gueule pas, les gens ils font pas. Ça marche pas. Ah bah voilà, putain, il faut que je gueule pendant une demi-heure. Merci beaucoup. Ok, merci. Non, mais c'est pas contre toi, c'est que j'ai gueulé pendant une demi-heure contre je sais pas combien de personnes. Plus les heures passent, plus Paul rencontre quelques difficultés à garder son calme face au flux de patients qui engorgent les urgences, comme tous les jours. Un stress permanent qui va finir par le faire craquer. Rien. Dimanche, 17h. Retour à l'hôpital de la Conception. Le patient de David, qui souffre d'une grave hémorragie, peut maintenant passer au bloc. Il a enfin digéré son petit déjeuner. L'anesthésie générale est donc possible. Tu as vu ça? Oui, d'accord. Au départ, cet homme est venu aux urgences suite à un accident de scooter au niveau de son mollet. Un mollet totalement déchiqueté qu'il a fallu reconstruire avec des muscles prélevés dans son dos. On peut l'ouvrir juste pour regarder? Qu'il ne fasse pas un hématome sous le lombo si c'est pas exclu. Oh, ben ça va. Le mollet de ce patient va bien. Aucun saignement à l'horizon de ce côté-là. Mais après 4 heures d'attente, le petit hématome du départ a pris des proportions inquiétantes dans son dos.
Il faut maintenant intervenir d'urgence. La vie de ce patient est en danger. C'est la 4e intervention au bloc pour David aujourd'hui. Donc là, ouais, la fatigue commence à se faire sentir. Hein. Pierre aussi est fatigué. Non, non, jamais fatigué. C'est interdit de dire qu'on est fatigué. Hein. On nous traite de petites fiottes si on dit qu'on est fatigué. Bon, allez. Si ça peut être la dernière de la journée, ce serait bien. À mon avis, non. 5 heures, c'est encore tôt. Hein. On est de garde jusqu'à demain 8h30. Donc, sachant que demain à 8h30, c'est une journée normale. Hein. On enchaîne. Quoi. Voilà, l'aspiration et le bistouri sont branchés. Voilà. Okay. Oh là, ça saigne. Hein. Oh là. Première étape, David doit évacuer toute la quantité de sang emprisonnée sous la cicatrice. Tu peux nous mettre un peu plus la lumière, s'il te plaît? Qu'on voit d'où ça saigne. La deuxième urgence, trouver l'origine de l'hémorragie. Et l'état de fatigue de David ne va pas l'aider. Il n'y a rien d'évident. Là, je vois rien qui saigne. J'aimerais pas qu'on y retourne après. J'ai pas envie de la réopérer cette nuit encore. C'est des vaisseaux qui saignent bien, et puis après, colmatés par l'hématome, ils se mettent à s'arrêter, ils caillotent, et après, on les retrouve plus. Il n'y a pas un truc qui saigne quand même. Ça fatigue, ça. Au fond, il y a un truc. David a fini par trouver le vaisseau responsable. Là, un petit truc. Là. C'est la fin de l'opération. Martine, tu peux nous passer des agrafes résorbables, s'il te plaît? Reste à refermer la plaie avec quelques agrafes. Un geste assez simple que David a réalisé des milliers de fois. Ah zut. Mais mince, j'arrive pas à les mettre. Oh. Ça me fatigue, vas-y. Fait exceptionnel, David ne va pas finir l'opération. Épuisé par ses heures enchaînées au bloc, il passe la main à Pierre, son interne. Elle sent beaucoup mieux que moi. Tu m'as fait rêver. Hein. Je te montrerai. C'est un mélange de talent, de dextérité. L'intervention aura duré 30 minutes. Monsieur, vous m'entendez? Avec plusieurs semaines de rééducation, l'homme pourra remarcher de nouveau. David peut enfin souffler. Monsieur, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. L'intervention est finie. Je prendrais bien un petit chocolat chaud et quelqu'un qui me masse le dos en même temps. Bon, Pierre, allez. À tout à l'heure, tu m'appelles si tu as besoin. Ok, ça marche, pas de problème. Ciao, ciao. Bon, eh ben, je suis garé où? Ah, là. Je suis garé où? Non, là-bas. Bon, ben voilà, un bon dimanche. Hein. On prie pour que ce soit calme ce soir. Il est 20h. Pendant cette difficile journée passée au bloc, David a su garder son calme en toutes circonstances et sauver ses patients. Signe d'une certaine maturité, digne d'un grand chirurgien. Retour avec Émilie, qui continue sa garde en obstétrique. Il est minuit, c'est la pause. J'arrive. Ouais, je pense avoir entendu les pompiers. J'y vais. Qu'on remonte. Pas le temps de finir le repas. 2 urgences viennent d'arriver en même temps. Mais pas seulement. En quelques minutes, le service d'obstétrique a fait le plein. Le tableau est pas mal, hein? J'ai fini devant une dame. Elle a une douleur fossile droite. Bon, elle n'a pas de fièvre, elle n'a pas de critères. J'ai fait quand même une prise de sang, mais voilà. La césarienne, c'est prioritaire quand même. Et Vanda, elle surveille quoi pendant ce temps-là? Une hémorragie? Dans le bloc, une patiente est arrivée à terme de sa grossesse. Mais le rythme cardiaque de son bébé présente depuis quelques minutes des anomalies importantes. Problème, son col de l'utérus n'est pas assez ouvert pour permettre de sortir l'enfant immédiatement par voie basse. C'est Émilie qui réalise cette césarienne d'urgence sous le contrôle de son senior. Incision. Cela fait plus d'1 an qu'Émilie n'a pas été aux premières loges pour mettre un enfant au monde par césarienne. Mais dès les premières secondes, elle retrouve immédiatement les bons gestes. Il a l'air bas, putain. La césarienne se complique. Pour sortir l'enfant, Émilie va devoir redoubler d'efforts pour aller le chercher. L'instant est critique, mais son senior continue de lui faire confiance.
Hop là, il y a un petit Et en cordon, circulaire. voilà. Prends les ciseaux. Prends les ciseaux, les fermes. Je n'aime pas les mettre. 3 minutes auront suffi à Émilie pour extraire le nouveau-né du ventre de sa mère. Un petit garçon? Ouais, c'est pas fait attention. Si, c'est un gars. Émilie doit maintenant recoudre l'abdomen de sa patiente sous la surveillance de son chef. Un geste qu'elle réalise parfaitement. Vous le voyez là? Et ben voilà! Quelques minutes dans les bras du pédiatre et l'enfant retrouve sa mère. Est-ce que maman peut lui faire un bisou? Est-ce qu'on peut retirer le masque? Oui? Voilà votre petit bonhomme. Un enfant en parfaite santé et la mère également. Tout le personnel du bloc peut enfin se détendre, à commencer par le chef d'Émilie. Tout nickel, tout bien, pas de saignement intempestif, tout bien. On n'a pas fait d'erreur aujourd'hui. Espérons qu'on n'en fera pas un autre jour non plus. Hein, mais... C'est rassurant, hein. Non, c'était pour blaguer quand j'ai dit ça. Félicitations. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Incision, quelle heure? 0h40. Naissance? 0h43. J'ai mis 3 minutes, c'est énorme. J'ai l'impression de faire du vélo. Quand ça manque, tu vois. Ah, compte rendu. Non, c'est sympa. J'aime beaucoup, j'aime bien l'obstétrique. Je n'ai pas dit que j'aimais que ça et faire que ça, mais un peu d'obstétrique de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Un peu d'une petite César, un événement heureux, ça, voilà. Pour Émilie, le sacrifice de devoir vivre loin de sa fille a fini par payer. À l'aise au bloc comme en salle de naissance, jour après jour, elle a prouvé à ses seniors qu'elle pouvait devenir un bon chirurgien. Une quiétude qui lui permet enfin de se détendre un peu. J'adore regarder les prénoms. C'est pas facile à prononcer comme prénom, ça. Hein. Non. Il y a des modes. Hein. Les prénoms courts, Léa, Mila, Emma. Les anciens prénoms, là, il y a Octave, Gustave, Auguste, Augustin, tout ça, il y en a pas mal, là. Gabin, c'est pas mal aussi. Moi, pour ma fille, j'avais regardé le cahier de l'année, j'étais bon. Il y en a eu 2 dans l'année, c'est bon. Ça sera pas un prénom, ils seront 15 par classe. Robin, je crois que c'est, je sais pas si on dit Robin ou Robin, c'est quand même le 3 ou 4e que je vois. C'est la mode Batman, je pense. Hein. Non? Christ. Christ? Ouais. Le 24, j'imagine, ou le 25 décembre? J'ai pas fait attention. El Niño. El Niño, il y a Eureka aussi, et Pearlé. Bah, au moins ils seront tout seuls, c'est bien. Ça c'est sûr. El Niño. Ouais, El Niño. On ne se moque pas. Et bon, voilà. Un dimanche après-midi. Les médecins du service des urgences viennent de faire appel à Jean pendant sa garde. Dans un box, une patiente présente des troubles neurologiques très inquiétants. Les résultats de son scanner le sont également. Notre patiente, qui a une énorme tumeur en frontal droit, avec beaucoup d'œdème, qui a une HTIC qui évolue depuis 6 semaines, qui est hémiparétique gauche sévère. Même si Jean se doit d'en référer à son senior, en fin de stage, il se sent parfaitement capable de prendre les choses en main. Oui. T'inquiète pas, je vais m'en occuper, te soucie pas pour ça. Alors, madame... Oui, donc je m'appelle Jean Lefebvre, je suis interne de neurochirurgie. J'aimerais bien que vous me redisiez un petit peu ce qui vous arrive. Oui. Racontez-moi, qu'est-ce qu'il a à votre bras? J'ai l'impression qu'au niveau des commandes du cerveau, ça suit pas. C'est venu très brutalement ou sur quelques jours, vous avez commencé à trouver qu'il manquait de force? Sur quelques jours. Ce matin, je me demandais si la jambe gauche n'était pas en train de faire la même chose. Est-ce que vous avez remarqué si vous aviez, par exemple, le visage qui se déforme un petit peu? L'impression que quand vous souriez, la bouche dévie un petit peu? Rien de particulier? Non. D'accord. Serrez mes doigts. Allez-y. Très fort, très fort, très fort. Encore. Jean va maintenant passer à l'examen clinique, tester les réflexes neurologiques de sa patiente. Gauche aussi. Ok, très bien.
Un examen qui va confirmer ce que Jean savait déjà et qu'il va devoir annoncer à sa patiente. Qu'est-ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant? On n'a pas dit grand-chose. Ok. Bon, j'ai pas forcément de très bonnes nouvelles. Le scanner que vous avez passé tout à l'heure montre quand même une grosse anomalie. Au niveau de cette partie du cerveau, ici à l'avant, il y a une masse. Une masse qui fait penser à une tumeur. D'accord. Elle est relativement importante. Elle fait la taille, on va dire, une grosse noix. La taille d'une grosse noix, ça fait à peu près ça. Il y a beaucoup d'œdème autour. C'est probablement pour ça que vous avez du mal à bouger votre côté gauche, qui est contrôlé par le cerveau à droite. Il va falloir vous garder hospitalisé. Là, je ne peux pas vous laisser repartir à la maison avec ça. On a des hypothèses, mais on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une IRM. Et après, si on n'a toujours pas d'idée précise, il va falloir qu'on envisage d'analyser directement un morceau de cette tumeur. D'accord. J'avance un petit peu, je vais un petit peu vite dans les explications, mais... Non, mais c'est bien, parce que moi, ça fait un mois que je vois ce que j'ai vu. Ça fait du bien d'entendre au moins des explications. D'accord. Bon. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre? J'aurais bien aimé parler avec mon mari. Bon, on va voir si on peut le joindre ou pour au moins le prévenir que vous êtes hospitalisé. Ok? D'accord. À plus tard, madame Voyer. On ne vit jamais super bien parce qu'on se dit, bon, bah, si c'était moi, c'était ma mère. Merde, si j'étais comme ça dans un service d'urgence et puis il y a un jeune blanc-bec qui arrive et qui me dit, bah, voilà, madame, vous avez une tumeur dans la tête. C'est un choc. Même si, voilà, cette dame, ça fait un mois qu'elle a mal, elle se doute de quelque chose. Peut-être qu'en même temps, c'est un soulagement. Ils se disent, bon, au moins, enfin, maintenant, je sais ce que j'ai. Même si c'est potentiellement la chose la plus grave qui puisse arriver dans sa vie, déjà, on a mis un mot sur ce que c'est. On va dire qu'elle le vit plutôt bien. C'est bête à dire, mais elle n'a pas fondu en larmes. C'est plus facile quand c'est comme ça. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé. Mais c'est que le début. Quelques heures plus tard, la patiente de Jean sera opérée pour extraire sa tumeur. Une opération réalisée avec succès par toute l'équipe. Mais cette femme devra encore subir une chimiothérapie de plusieurs mois pour tenter d'éradiquer son cancer. Après des débuts un peu rudes, Jean a fini par faire sa place dans ce service si exigeant. Aujourd'hui, ses seniors lui font enfin confiance. Si tout va bien, Jean deviendra un jour le neurochirurgien qu'il a toujours rêvé d'être. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'Ayat a obtenu le titre de docteur en médecine. Mais son stage en réanimation n'est pas fini pour autant. Des pompiers viennent de déposer un patient qui a fait plusieurs crises d'épilepsie ce matin. Il a commencé à criser à 7 heures. Il a eu une ampoule de Valium-IM à 8 heures. Il a eu au moins, depuis l'arrivée des secours, 10 crises sans intervalle libre, pas de retour d'état de conscience normal. Il n'a jamais été intubé. La dernière fois qu'il a fait une grosse crise, c'était il y a au moins 7 ans. Il a zéro fièvre. Il n'y a pas de fièvre. Non, il n'y a rien qui explique. Je comprends pas de facteur déclenchant. Non, il n'y a pas de nouveau médicament introduit, autre qu'aurait pu. Le patient est en train de perdre connaissance. Sa tension baisse régulièrement. Il n'y a plus une seconde à perdre. Monsieur, vous m'entendez, monsieur? Pour stopper les crises d'épilepsie qui mettent la vie de ce patient en danger, les réanimateurs doivent lui injecter des produits puissants par les veines. C'est mademoiselle qui décide ça. Ouais, je vais le faire sous écho. Ayat est maintenant le seul médecin aux commandes. C'est elle qui doit introduire un long tube dans la veine jugulaire située à la base du cou, un cathéter. Alors par contre, je veux bien que la tête, quelqu'un essaie de la tourner dans l'autre sens parce que sinon moi je ne vais jamais y arriver comme ça. Les ordres fusent. En fait, il faut que tu la tiennes comme ça en te mettant là. Voilà, c'est bien comme ça. Les gestes sont précis. Ayat gère parfaitement la situation. Pour réaliser son geste, elle va intervenir sous échographie. Tu vois le repérage ou pas? Tu te repères?
Quelques secondes vont lui suffire pour trouver la fameuse veine Je pique, monsieur. et introduire son cathéter. Il est réactif, le patient. Hein. Je suis désolée, monsieur. Ça va être terminé. C'est pas très agréable, monsieur. Je suis vraiment désolée. Fini, monsieur. Mais c'est bientôt terminé. Fini. L'intervention se termine. Il avait une toute petite tension tout à l'heure, donc il remonte. Le cathéter en place, l'homme va pouvoir dès maintenant bénéficier d'un traitement qui va soigner ses crises d'épilepsie. Sanglant quand même. Non, ça va, ça, encore. Après des mois passés en réanimation, ce geste d'urgence est devenu presque une routine pour Hayat. Le cathé, je vais le changer ou... Non, le cathé, il ne se change pas. Si jamais il est infecté, si jamais tu vois, il est inflammatoire. Voilà. Il faut changer les pansements, c'est tout. Oui, les pansements, ouais, tu le refais régulièrement, tu vérifies l'état de ton cathé, tu vois. Ça y est, monsieur, c'est terminé. C'est terminé. En moins de 30 minutes, Hayat a sauvé son patient. De quoi la mettre en confiance pour la suite. Je suis pressée. Je suis pressée de pouvoir montrer ce que j'ai appris et mettre ça en pratique au quotidien. Je suis pressée d'avoir mes propres patients, je suis pressée d'être décisionnaire et sans pour autant oublier qu'on a une équipe autour de nous qui nous soutient. Mais voilà, je suis plus quelqu'un de meneur que de suiveur, donc je suis pressée de mener. Dans quelques jours, Hayat va terminer son stage et concrétiser enfin son rêve. Après 11 années d'études de médecine, un poste de chef de clinique au SAMU 93 de Bobigny lui est réservé. Une petite rue, à 2 pas de la place de la Bastille. Paul fait relâche aujourd'hui, un besoin de souffler, loin des urgences. Ça va? Après la médecine, Paul a une deuxième passion. Cela fait des années qu'il vient se détendre dans cette salle de billard. Bon, je suis prêt. C'est moi qui casse. Mais contrairement aux autres jours, Paul n'est pas d'humeur à rigoler. Ah! Oh putain, t'y crois ça? Ces derniers jours passés aux urgences ont fini par le mettre KO, comme un point de non-retour. Le travail me procure beaucoup de stress. Beaucoup de stress sur le moment, quand je travaille, mais surtout beaucoup de stress quand je suis aussi en dehors du travail, sur mes jours de repos, mes jours de congé, mes jours de récupération. C'est trop lourd. Là, ce qui va pas, c'est que c'est trop lourd pour moi. Non, là, le fil a cassé. Bosser que aux urgences, avec ces horaires-là et ce stress-là, je me suis rendu compte, là, ces dernières semaines, que c'est pas pour moi. Je regrette pas, hein. C'est une expérience qui est intéressante. Je pense que si je suis amené à arrêter un jour, ça me manquera. Mais si je le fais, c'est pour ma santé, psychologique et physique. Paul est arrivé au bout du chemin. Le stress quotidien des urgences a fini par l'atteindre en profondeur, le faire craquer. Si Paul veut continuer son métier de médecin, il va falloir qu'il prenne une décision importante. S'éloigner un peu des urgences. Pour y parvenir, son chef de service lui a accordé un mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trébuché? Comment ça s'est passé? L'escalier, il a été plus vite que moi. Le temps de le poser. Ah bah oui, vous vous êtes tapé les griffes carrément de l'escalator, vous, hein? Oui. Il m'a dit qu'il fallait faire des bonnes études. Ah oui, ça sera mieux. Grâce à ce rythme moins soutenu, Paul peut enfin prendre son temps avec ses patients, réaliser des gestes simples, sans stress. Il va y avoir une petite piqûre et puis ça va faire un petit peu, ça va s'engourdir un petit peu, d'accord? Histoire de retrouver l'amour de son métier. Ah, vous êtes bien écorché, hein? Ça va? Oui, bien. Bon, et non, vous n'êtes pas... Rien du tout. Ah bon, bah, vous n'êtes pas contrariante, hein? Voilà. C'est fini. Sans le savoir, cette vieille dame vient d'apporter son aide à Paul
l'éloigner quelques minutes du stress des urgences. J'aime bien prendre le temps, être calme. Je sais pas, je pense que ouais, je sais pas, j'aime bien. Je suis content d'avoir pu dire à mes supérieurs, je suis pas heureux, je suis pas bien, je me sens épaulé et c'est une très grande chance. Cette première expérience de jeune médecin senior a été un peu violente pour Paul. Une expérience qui lui a tout de même permis d'ouvrir les yeux. Ça va ? Aujourd'hui, avec son nouveau planning quelque peu allégé, il a repris goût à la médecine et peut envisager sereinement la suite de sa carrière. Là, on va vous l'appeler. OK ? D'accord. Je vais demander à ce qu'il vous l'appelle. Six mois viennent de s'écouler. Émilie, Jean, Hayat, David et Paul viennent d'acquérir encore un peu plus d'expérience dans leur jeune carrière de médecin. À l'heure du bilan, si certains ont le sentiment d'avoir réalisé un grand pas en avant, d'autres mesurent encore le chemin qu'il leur reste à parcourir pour faire partie de nos médecins de demain. Travailler la nuit, 2 nuits par semaine, avoir des horaires complètement décalés, c'est difficile. Hein. On est un peu en décalage par rapport au monde. Hein. On n'est pas dans le monde. Hein. On est bavé par certains moments. Et puis j'ai craqué. Et puis après j'ai pris du recul sur la situation et je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu de rythme et là c'est allé mieux. Je suis pas fait pour bosser 70 heures par semaine et faire que ça et sacrifier ma vie pour ma carrière, entre guillemets. Je suis pas voué à une carrière, je suis voué à être heureux dans ma vie et mon travail, c'est un des outils pour être heureux dans ma vie, mais c'est pas tout, loin de là. Et aujourd'hui, vous êtes heureux? Ouais. Oui, on peut dire ça, oui. Ben là, je commence vraiment à me sentir bien, voilà. Ça a été très dur, hein. Il y a même des moments où j'ai failli abandonner. Et je pense qu'on passe tous par là. Mais là, je commence un peu à me sentir bien parce que je vois que j'arrive à maîtriser les choses sereinement. Ça m'a changé complètement depuis 13 ans. Je ne suis plus du tout le même, quoi. Je sens que ça y est, je suis chirurgien. Ça fait du bien au bout de 13 ans. Il me reste encore 1 an loin de ma fille à faire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'elle va rentrer à l'école, ça va être compliqué parce que va comprendre que les autres filles ont leur maman qui vient les chercher, puis pas moi. C'est... Pardon. Mes amies sont toutes installées. Elles ont toute leur vie, tout ça, et moi j'attends qu'une chose, c'est de faire pareil, quoi. J'ai envie que ça s'arrête. C'est long. Mais mon travail, je l'aime, c'est vrai. Je l'aime à en faire autant de sacrifices, c'est dire. Les débuts ont été très violents. Se rendre compte que j'y connais quasiment rien. Donc ouais, ça a été rude à encaisser. Je me demandais si je m'étais pas trompé quand même au début du semestre. Je me demandais vraiment si j'aurais peut-être été heureux dans d'autres choses. Mais maintenant, je me rends compte que ma vie, c'est très bien à l'hôpital et que je suis fait pour ça. C'est passionnant. Scientifiquement, c'est passionnant. Humainement, c'est passionnant. Techniquement, c'est passionnant aussi. Il y a encore énormément de chemin à faire. Il y a encore énormément de chemin à faire. J'ai peut-être fait même pas 1% de tout ce qui me reste à faire pour vraiment être un neurochirurgien compétent. Et j'ai tout faire pour que ça continue. Non, je me suis pas trompé de spécialité. C'est la fin. Quelle expérience. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai traversé pendant ces 6 mois, je crois. Il n'y a pas de mots assez forts. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup d'humanisme, beaucoup de pleurs, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de remise en question et surtout une grande, grande leçon d'humilité. Franchement, waouh. Je suis dans... Voilà, ça y est, je crois que je suis mûre là. Je suis prête.